rester le moins longtemps possible en prison et vous vous souciez comme d'une guigne de la durée de peine de votre jumeau. Votre jumeau vous ressemble beaucoup, donc si vous le donnez, c'est mauvais signe pour vous. Cela indique que probablement votre jumeau va lui aussi vous donner et vous fera passer 9 ans en prison. Selon le même raisonnement, si vous ne dites rien, cela est bien mieux. Votre jumeau fera certainement de même et vous ne prendrez qu'un an. Le dilemme du prisonnier est attribué à Tucker. Voyez Luce et Raifa, 1957, Nozick, 1969, fait apparaître les jumeaux et signale que cela rend le problème analogue au paradoxe de Newcomb, auquel son article est consacré. Quelle est pour vous la manière rationnelle au sens instrumental d'atteindre votre but, qui est de passer vous-même le moins de temps possible en prison? Certains disent qu'il vaut mieux moucharder. Ce que fait votre jumeau échappe à présent à votre influence, et quoi qu'il fasse, vous vous économisez un an. Tel est l'avis standard des tenants de la théorie du jeu, avis qui résulte des systèmes semblables à celui de Ramsey, moucharder, domine, rester, muet. Gibbard et Harper, 1978, et Lewis, 1979, font partie de ceux qui acceptent l'argument. Il y a discussion sur l'interprétation de la domination dans les systèmes ramséiens. Lévy, 1975, mais je m'en tiens à l'interprétation de Nozick, 1969, et Gibbard et Harper, 1978. D'autres disent qu'il vaut mieux se taire. Cela indique que votre jumeau se tait aussi et son silence vous économisera 9 ans de prison. Cet argument serait reconnu comme valide dans la théorie de la décision développée par Jeffrey, 1965. Gibbard, Harper, Levy et Hales défendent la théorie de Jeffrey contre les attaques fondées sur des exemples comme celui-ci, mais ils ne voudront sans doute pas reconnaître qu'il a les conséquences que je revendique pour elles. D'autres vont jusqu'à dire qu'il serait sage de se taire, même si l'autre prisonnier n'était pas votre jumeau, mais si au moins vous pouvez chacun espérer que l'un saura se taire. Il n'y a pas de sens, soutiennent-ils, à agir tous les deux d'une manière qui contrarie conjointement les buts de chacun. Voyez Bayer, 1958, pour un raisonnement qui paraît soutenir cette conclusion, et Rappaport, 1960, pour un traitement similaire du dilemme du prisonnier proprement dit. Parfit attaque cette conclusion, 1984. Gauthier, 1986, adopte une solution à peu près semblable pour certaines circonstances. Les circonstances sont les suivantes. Que les prisonniers se mettent d'accord au préalable pour rester muets, que chacun est disposé à respecter l'accord aussi longtemps qu'il suppose que l'autre en fera autant, et que chacun peut raisonnablement juger que l'autre est dans de telles dispositions. Alors, soutient Gauthier, chacun agit rationnellement en respectant l'accord. C'est là en fait une thèse qui porte sur la rationalité instrumentale et d'autres auteurs ne sont pas d'accord. Le problème pour moi n'est pas de savoir qui a raison, mais ce qui est en jeu ici. Ceux qui pensent qu'il est rationnel de rester muet savent bien sans doute qu'un tel comportement viole les axiomes de Ramsey, mais ils considèrent que ces axiomes ne donnent pas une bonne définition de la rationalité. Il est impossible que dans leur usage du terme rationnel signifie qu'il satisfait des axiomes, car ils commettraient alors une erreur grossière. Veulent-ils alors dire par ce terme autre chose que leur adversaire? Il n'y aurait pas alors de différent réel, seulement une différence dans l'usage du mot. Il semble cependant que la dispute ait un réel contenu. En proposant de manière hypothétique leur choix égoïste, les deux camps adverses diffèrent sur ce qu'il convient de faire. Voici à présent une seconde controverse, très appréciée des économistes. On vous force à jouer à la roulette russe, mais vous pouvez vous en sortir, moyennant finance. Une balle est placée dans le barillet d'un revolver à 6 coups. Vous devez le faire tourner vigoureusement, appliquer l'arme directement sur votre tempe et tirer. Voici la question. Jusqu'à quelle somme iriez-vous pour qu'on enlève la balle? Vous pourrez payer par traite tout au long de votre existence si vous survivez. On vous fera grâce du règlement si vous mourrez. Passons ensuite à une autre version du même problème. On vous force encore à jouer à la roulette russe, mais cette fois avec 4 balles dans le revolver. Répondez à présent à la question. Jusqu'à quelle somme irez-vous pour qu'on enlève une des 4 balles, ce qui en laisse 3, plus que précédemment, ou moins? La plupart des gens répondent moins. La théorie standard de la décision nous dit qu'il faut répondre plus. Elle vous recommande en fait de payer autant pour réduire le nombre des balles de 4 à 3, ce que vous seriez prêt à payer pour réduire le nombre de balles de 2 à aucune.
La deuxième version se passe en effet comme si vous étiez forcé de jouer en deux temps. D'abord, vous jouez avec 3 balles. Ensuite, si vous êtes encore en vie, vous devez rejouer cette fois avec 2 balles. Mais vous pouvez payer pour qu'on les enlève toutes deux. Réfléchissez bien. Tout compte fait, dans les deux versions, si vous ne payez pas, vos chances de vous tuer sont de 4 contre 6. Si vous payez dans les deux cas, vos chances de vous tuer sont de 3 sur 6. Les deux versions sont donc équivalentes. Combien êtes-vous prêt à payer? Dans la version en deux temps, si vous mourrez dès le premier essai, ce que vous auriez à payer en cas de survie importe peu. La question est alors de savoir comment traiter le second tour, jusqu'où aller pour qu'on retire les 2 balles du revolver quand il ne reste plus que celle-là dans le barillet. Vous seriez vraisemblablement prêt à payer plus pour qu'on enlève les 2 dernières balles que vous ne les paieriez s'il n'en restait qu'une seule. Donc, dans les deux versions à un tour, vous devriez payer plus pour réduire les balles de 4 à 3 que pour les réduire de 1 à 0. Tel est l'argument. Certains l'acceptent, d'autres le comprennent, mais le rejettent. Ils s'en tiennent à leur idée de départ, qu'il vaut mieux se débarrasser d'une menace d'une chance sur 6 de mourir et être tiré d'affaire, plutôt que de faire passer ses chances de s'en tirer de 2 sur 3 à 3 sur 6. Pour cela, l'argument repose sur un principe contestable. Prenez le moment où il reste 2 balles dans le barillet. Combien payerez-vous pour qu'on enlève les 2 balles? L'argument tient pour acquis que cela ne dépend pas des risques pris qui vous ont amené à ce stade. Cela ne devrait pas dépendre du fait que votre choix soit isolé ou qu'il fasse suite à une précédente étape. Et si cela donne des résultats contraires à l'intuition, tant pis pour le principe. On a recours ici au principe du coup sûr, sure thing principle. Selon ce principe, si 2 loteries sont également indésirables, alors lorsque l'une est substituée à l'autre dans une loterie composée, cela ne change rien au caractère indésirable du composé. Ce principe est séduisant, mais selon ses détracteurs, l'exemple de la roulette russe montre qu'il est erroné. Si l'on fait un peu plus attention à l'argument, voici ce qu'il veut dire. Prenez la somme maximale que vous seriez prêt à payer pour qu'on vous retire 2 balles si ce sont les dernières balles qui restent. Appelons pauvre le fait de vivre en ayant payé telle somme et riche le fait de vivre sans avoir rien payé. On stipule qu'il n'y a aucune différence pour vous entre être pauvre et ce que j'appelle le plongeon, à savoir 4 chances sur 6 d'être riche et 2 d'être mort. Prenons maintenant le jeu à 2 tours. C'est une loterie avec un nombre égal de chances pour les deux prix, la mort ou le plongeon. L'achat substitue pauvre à plongeon dans la combinaison. Le résultat est le nombre de chances et le même nombre de chances pour mort et pauvre. D'après le principe du coup sûr, cela ne devrait pas faire de différence. Vous devriez payer autant pour qu'on enlève une des 4 balles que pour retirer les 2 balles, si ce sont les seules. Mais les adversaires disent qu'à l'évidence, cela n'a pas la même valeur d'enlever une des 4 balles que d'en enlever une quand c'est la seule. Et tant pis pour le principe du coup sûr. Quel est l'enjeu du débat entre ceux qui acceptent le principe de Ramsey et ceux qui le récusent? Il est impossible que ces derniers veuillent dire par rationnel ce que disent des axiomes comme ceux de Ramsey. Ils savent que ce principe fait partie des axiomes. Et ils pensent que le choix rationnel est en flagrante contradiction avec lui. Adversaires et partisans du principe veulent-ils simplement dire des choses différentes par le mot rationnel? Il n'y aurait alors plus de dispute véritable. Il semble cependant qu'il y ait là encore un débat substantiel. Les deux camps s'opposent sur la question de savoir s'il faut payer plus dans un cas ou dans l'autre. On pourrait aisément penser que la rationalité instrumentale au moins ne pose pas de problème et que les problèmes apparaissent à propos de la rationalité intrinsèque des fins. La rationalité instrumentale paraît ne se rapporter qu'à ce que nous croyons des conséquences. Il s'agit de faire ce qui aura les conséquences les plus désirables pour nous. Nos 2 exemples, dilemme du prisonnier et roulette russe, avec rachat, nous ont montré que les choses ne sont pas si simples. Dans les 2 cas, les faits sont clairs, ils sont posés par l'énoncé et connus des agents. Les problèmes de la rationalité instrumentale ne résident pas seulement dans les faits. Les agents cherchent à atteindre leur but en interaction avec d'autres agents qui ont des buts différents. Les agents poursuivent ces buts tout en sachant qu'ils sont ignorants. La rationalité instrumentale doit s'arranger de ces 2 caractéristiques de l'existence, et c'est sur la meilleure manière de faire que portent les discussions. Au sens large, la théorie de la décision de Ramsey traite de la rationalité comme une sorte de cohérence, mais cette cohérence n'est pas de nature logique au sens étroit, et elle ne consiste pas non plus simplement à choisir ce qu'on désire le plus. Nous avons donc besoin de quelque chose d'aussi complexe que les axiomes de Ramsey pour caractériser la rationalité instrumentale. Ce sont de telles caractérisations qui sont objets de controverse. Choisir son camp dans ces débats ne revient pas à décider quels axiomes sont respectés, quel autre violé. On peut être d'accord là-dessus tout en n'étant pas d'accord pour dire quels actes sont rationnels au sens instrumental.
Choisir son camp consiste apparemment à donner une sorte de caution à titre hypothétique. Nous adoptons par hypothèse certaines fins ultimes et ensuite décidons que faire. On pourrait dire bien sûr que les axiomes de Ramsey sont proposés comme autre chose que la définition de rationnel, dans le sens que je recherche. Dans ce cas, rien de ce que je dis ne parle ni pour ni contre eux. Ces axiomes peuvent se présenter comme une description de la nature même de la rationalité. La difficulté est alors pour moi la suivante: comment rendre compte à partir de tels modèles des actions qui satisfont ces axiomes? On peut aussi de notre côté utiliser ces axiomes pour donner par convention une signification au mot rationnel, comme les mathématiciens définissent ce que doit être un groupe ou un ordre. En ce cas, il n'y a plus guère place pour la controverse. La seule chose qui compte quand un mathématicien s'approprie un terme, c'est le pouvoir de suggestion, la clarté et la fécondité qu'il lui confère. La question que je pose est donc: que signifie le terme rationnel lorsqu'il est au centre de controverses véritables, s'il en existe, sur la nature de la rationalité? Analyse en termes de pleine information. Selon une conception largement répandue chez les philosophes, la rationalité consiste en quelque sorte en une connaissance pleine et entière des faits. Brandt établit une théorie de ce genre. Il annonce qu'il va s'approprier le terme rationnel et s'en servir pour désigner des actions, désirs ou systèmes moraux qui résistent à une critique poussée aussi loin que possible comme à l'épreuve des faits et de la logique. 1981. Voici comment on pourrait présenter la conception de Brandt. On caractérise d'abord les désirs intrinsèques qu'une personne pourrait rationnellement avoir. Ce sont ceux que la personne aurait, après s'être représentée de façon répétée, toutes les informations pertinentes, scientifiquement disponibles, en leur conférant une présence aussi vive que possible au moment approprié. Brandt appelle cette représentation vive et répétée des faits psychothérapie cognitive. Ensuite, on définit la rationalité d'un acte en tant que moyen, disons sa rationalité instrumentale. Considérons comme donné un système de désirs intrinsèques. Un acte est rationnel au sens instrumental comme moyen de réaliser ses désirs si et seulement si les conditions suivantes sont vérifiées. Si une personne avait ses désirs intrinsèques et avait toutes les informations pertinentes scientifiquement disponibles, présentes à sa conscience de façon claire, au centre de son attention ou jouissant d'une part égale d'attention, alors il serait disposé à accomplir cet acte. Un acte est donc pleinement rationnel si et seulement s'il est rationnel au sens instrumental comme un moyen de satisfaire les désirs intrinsèques et qu'il serait rationnel pour l'agent d'avoir. L'un des problèmes de toute théorie de la conscience pleine et entière, telle que celle de Brandt, vient que la rationalité au sens ordinaire consiste souvent non point à faire usage d'une pleine information, mais à faire le meilleur usage possible d'une information limitée. À agir en pleine connaissance de tous les faits pertinents suggère non la conduite rationnelle, mais plutôt quelque chose comme la capacité de conseil, alors que la rationalité tient au bon usage de l'information dont on dispose. Les conseils peuvent se fonder sur des informations qui manquent à celui qu'on conseille. Supposez par exemple que je sois perdu dans un bois, sans carte ni boussole. Si j'étais pleinement informé, je prendrais le chemin le plus court et le plus aisé pour sortir du bois et me rendre où je veux. Mais je ne suis pas en possession d'une information complète. Ce qu'il est donc rationnel que je fasse, c'est appliquer une des stratégies standards pour sortir d'une forêt non frayée. Marcher avec précaution en ligne droite en me repérant aux arbres, ou aller toujours dans le sens de la descente. Une telle stratégie est rationnelle, même si je suis sûr qu'elle ne fera pas prendre l'itinéraire que je choisirais si j'étais pleinement informé. Ce qui est rationnel, ce n'est donc pas ce qu'un agent ferait en pleine connaissance de cause, ce n'est pas même ce qu'il ferait avec toutes les informations qu'il aurait dû obtenir. Le fait que je sois perdu dans les bois sans carte ni boussole est probablement le résultat d'une irrationalité antérieure, mais la rationalité maintenant consiste à m'en sortir sans les informations dont j'aurais dû m'assurer auparavant. Si par hasard je rencontre quelqu'un qui connaît la forêt, alors ce qu'il me faudra c'est un conseil. Je n'aurai pas besoin qu'il me dise ce qu'il est rationnel pour moi de faire. Je sais déjà que la chose rationnelle à faire c'est de demander mon chemin. L'expert peut alors me dire ce qui est de bons conseils. Il peut m'indiquer le plus court chemin pour sortir des bois. Les conseils qu'il me donne sont fondés sur une pleine information. Bien entendu, une fois que je dispose de son avis, il devient rationnel pour moi de faire ce qu'il dit, mais alors seulement. On pourrait donc conclure que la rationalité a à voir avec la capacité de conseil, mais de la manière suivante. Dans le cas particulier où je connais tout ce qui peut influencer mon choix, ce qu'il est rationnel que je fasse et ce qu'il me serait conseillé de faire. Dans les autres cas, les deux éléments, rationalité et capacité de conseil, peuvent être différents de la pleine connaissance ressortie à la capacité de conseil. Cette remarque est due à Harman. Brandt
parle de rationalité subjective et objective, 1979. Ma question est plutôt de savoir si la rationalité objective est vraiment de la rationalité. La rationalité objective de Brandt diffère quelque peu de ce que j'appelle la capacité de conseil. Ce n'est pas une rationalité à la lumière de tous les faits connus et inconnus, mais à la lumière de tout ce qui est actuellement connu des experts. Peut-être la rationalité de l'action serait-elle mieux interprétée dans l'esprit de la théorie de Brandt, comme le fait d'agir en pleine et claire conscience des informations, quelles qu'elles soient, dont on dispose. Que ce soit là ou non la meilleure façon de résoudre le problème, la définition qu'il propose se comprend mieux, semble-t-il, comme étant une analyse de la capacité de conseil ou de la rationalité quand on dispose d'une information pleine et entière. Mais si l'on restreint ainsi la rationalité, qu'est-ce que cela donne? Brandt lui-même ne présente pas sa définition comme étant une analyse de notre usage réel du terme rationnel, mais comme étant une suggestion pour réformer cet usage. Néanmoins, nous pouvons nous demander si cette proposition de réforme ne sacrifie pas quelque chose d'essentiel dans notre usage non réformé du terme. En effet, nous supposons d'ordinaire que la rationalité contient plus que ce que la proposition de Brandt en saisit. On peut d'ailleurs le montrer à partir de ses propres exemples. D'après sa description, savoir si un désir intrinsèque est rationnel, c'est savoir si ce désir peut s'éteindre par la psychothérapie cognitive. Par conséquent, comme le souligne Brandt, tout désir intrinsèque est profondément enraciné dans la petite enfance pour être inextinguible par la psychothérapie cognitive, sera dit rationnel d'après sa définition. Supposez par exemple qu'une personne veuille de façon névrotique avoir les mains aussi exemptes de microbes que possible et se les lave donc plusieurs fois par heure. Son désir, c'est certain, devrait pouvoir s'éteindre grâce à la prise de conscience claire et répétée de certains faits, qu'avoir les mains tout à fait exemptes de microbes ne favorise pas la santé, qu'un lavage incessant peut en fait être nocif, que se laver constamment les mains gêne toutes les autres activités auxquelles cette personne attache un prix, et que si elle ne s'inquiétait pas tant des microbes, elle ne s'en trouverait pas plus mal. Supposons pourtant qu'il est ou elle ait envisagé tous ces faits de façon répétée et claire, ce qu'ils disent malgré tout. Je vois bien tout cela, mais c'est juste que je ne veux pas de cette ignoble vermine sur mes mains. Et c'est surtout, je ne veux pas être le genre de personne qui tolérerait ça sur ses mains. Selon la théorie de Brandt, cette personne est rationnelle dans ses préférences. Je crois volontiers que Brandt ne considère pas cette conclusion comme une vertu de sa théorie. C'est une conséquence perverse que l'auteur n'accepte que parce qu'il pense que toute autre explication qui donnerait la réponse opposée présenterait de plus graves défauts. Ce qu'il affirme donc n'est pas que sa description accomplit tout ce qu'on peut vouloir d'elle, mais que dans l'ensemble aucune autre solution ne fera mieux. Ce que je viens de montrer n'est donc pas une réfutation de Brandt, cela montre simplement sur quel point on pourrait espérer faire mieux. Nous devons cependant noter que ces cas bizarres, ces actes que la théorie de Brandt qualifie de rationnels alors qu'ils sont en fait délirants, ont une portée systématique. Le mot rationnel, au sens où nous cherchons à le définir, comporte d'emblée une dimension d'approbation. Brandt consacre d'ailleurs un chapitre entier à montrer que sa définition préserve cette dimension. Cependant, la rationalité au sens de Brandt n'est pas forcément une approbation. Imaginons par exemple que je pense qu'une compréhension pleine et claire de tous les faits pertinents ferait surgir pour moi une névrose débilitante, névrose que j'avais tenue à distance en évitant précisément d'envisager clairement certains faits. Il se peut, si j'avais constamment représenté devant les yeux les entrailles des autres, que je préférerais m'abstenir d'aller dîner en ville, pour manger seul dans mon coin, bien que je ne supporte pas la solitude. Supposons que, sur ces bases, j'accepte qu'on me dise « Si vous étiez parfaitement rationnel au sens de Brandt, vous ne mangeriez jamais en compagnie d'autres personnes. » Est-ce que je dis de rationalité et ici comporte une dimension d'approbation? Un fonctionnaire qui rejette fermement toute proposition de pot de vin pourrait craindre de céder à la tentation s'il se représentait plus clairement tout ce dont il se prive. Cela revient à peu près à craindre que sa résolution de ne pas accepter de pot de vin n'apparaisse irrationnelle au sens de Brandt. La psychothérapie cognitive, n'en doutons pas, reposerait sur une connaissance claire des conséquences sociales et des dangers personnels de la corruption. Mais si le danger personnel est minime, le fonctionnaire peut bien suspecter que la compréhension claire des conséquences sociales qu'entraîne la corruption serait de peu de poids contre la compréhension claire des plaisirs auxquels il aurait accès en acceptant des pots de vin. En outre, une fois que les tentations auraient fait leur office, il pourrait bien en être tout à fait heureux. Supposons qu'il en soit ainsi, cet homme est-il irrationnel quand il évite par conviction morale de contempler les tentations dont son emploi le rend susceptible? Est-il rationnel de refuser un pot de vin? D'après Brandt, les scrupules moraux que le fonctionnaire éprouve à l'idée de perdre ses scrupules moraux ne comptent pas comme rationnels s'ils ne résistent pas à une psychothérapie cognitive.
Tout cela encourage-t-il à bien réfléchir aux tentations? Cela encourage-t-il la corruption? Notre honnête fonctionnaire pourrait bien penser que non. Le même cas se présente à propos d'un égoïste. Imaginez qu'un égoïste trouve le bonheur en évitant de penser aux joies et aux peines d'autrui, mais qu'il pense que s'il se représentait pleinement quelle souffrance il pourrait alléger, quelle joie il pourrait répandre autour de lui par une vie de sacrifice au service des autres, il renoncerait tristement à sa vie de plaisir personnel pour subir le joug ingrat du service de l'humanité. Doit-il voir dans cette idée un encouragement au sacrifice de soi? N'est-ce pas plutôt au contraire une raison de plus pour lui de se mettre à l'abri des faits? Ne peut-il dire sans erreur linguistique « il est dément de se préoccuper des effets que l'on peut produire sur la vie des autres. Si vous le faites, alors vous vous retrouvez à faire toutes sortes de sacrifices pour autrui aux dépens de votre propre contentement. Pourquoi prendre délibérément le chemin du malheur? Il se peut que la psychologie humaine ne soit pas telle que je l'ai décrite ici, et qu'une vie au service d'autrui soit personnellement plus gratifiante qu'une vie de plaisir aveugle et égoïste. Ce n'est cependant pas la situation en face de laquelle l'égoïste se trouve. Il est convaincu que la vie qu'il voudrait mener, s'il comprenait pleinement ce qui est en jeu pour les autres, est pénible en comparaison de la vie que lui procure son égoïsme nourri d'ignorance. Si en continuant ce raisonnement, il est aussi convaincu que cette vie altruiste est celle qu'il choisirait en pleine connaissance de cause, en quoi cela devrait-il l'encourager à la vie altruiste? Ces exemples ont une structure commune. Nous supposons souvent que nous formons de manière fiable des désirs rationnels, pourvu que nous ayons les faits correctement et que nous en ayons une vision claire et distincte. Les exemples que j'ai donnés sont des cas où une personne n'est pas sûre de pouvoir transformer des compréhensions claires en désirs rationnels et par conséquent évite de trop penser à des faits qui pourraient l'écarter du droit chemin. Dans le cadre d'une théorie de la pleine information comme celle que propose Blunt, la question de la fiabilité ne se pose pas. Que nous soyons capables de transformer de manière sûre des compréhensions claires en désirs rationnels, c'est un énoncé analytique, vrai par la seule vertu de la signification du mot rationnel. Blunt lui-même ne l'affirme pas pour les sens ordinaires du mot rationnel, puisqu'il pense que dans son acception usuelle, le mot n'a pas de signification claire. Il y a néanmoins dans tous ces exemples un élément commun dont la description de Blunt ne rend pas compte. Le protagoniste pose et cautionne un système de fin dont il pense qu'il ne résisterait pas à une confrontation claire et répétée avec les faits. En ce sens, il pense que ses désirs cesseraient d'être rationnels dès lors qu'il se trouverait soumis à une telle confrontation. Dans l'argumentation qui suit, je vais développer cet élément de caution qui échappe à la théorie de la pleine information. Si ma conception est la bonne, c'est dans cet élément que réside l'aspect particulièrement normatif du terme rationnel. Nature et jugement. 2. Si nous tentons de décrire notre vie gouvernée par les normes comme faisant partie de la nature, des éléments essentiels sont impossibles à intégrer. Les raisons dans cette description n'auront guère l'air de raisons authentiques. Quant aux significations, elles sont à peine reconnaissables. Pour les raisons comme pour les significations, une description naturaliste ne semble pas la bonne. Ou alors, pour la faire fonctionner d'une façon ou d'une autre, il faut du grand art. Nous avons des raisons de faire toutes sortes de choses, du moins nous le pensons. Mais lorsque nous essayons d'inclure cette réalité dans un tableau de la nature, nous risquons fort d'obtenir un portrait raté, car des descriptions pures et simples ne nous donnent pas d'emblée des raisons. Ce que nous disons en termes normatifs a de la signification, mais comment inclure ces significations et d'autres aussi dans un tableau de la nature? La tâche ne sera peut-être pas impossible, mais elle demandera de l'invention. Il faut faire tenir dans la même composition d'ensemble des faits qui sont apparemment de trois sortes. 1. Des faits naturalistes, c'est-à-dire nous-mêmes comme faisant partie de la nature, nos actes, pensées, sentiments, comme ils pourraient être compris dans une science naturelle. 2. Des faits normatifs, ce qui est rationnel de faire, de penser, de sentir, et ce qu'il est censé de faire, de penser ou de sentir. 3. Les faits de signification, ce que nos mots veulent dire en général, et en particulier ce que veulent dire nos affirmations normatives, ce que cela signifie de dire qu'il est rationnel de faire, penser ou sentir ceci ou cela. Dans mon propre tableau, tous les faits au sens strict seront naturalistes. Les faits de signification apparaîtront comme de faits véritables, donc comme naturalistes. Les faits apparemment normatifs s'avéreront au sens strict n'être pas du tout des faits réels. Il y aura par contre des faits constitués parce que nous faisons quand nous produisons des jugements normatifs. Certes, il est censé de faire certaines choses et pas d'autres, mais ce trait d'être censé ne fera pas partie d'un tableau systématique de la nature. Par contre, la pensée que nous avons sur ces choses en fera partie. Dans ce chapitre, je présenterai la sorte de tableau naturaliste que je vais peindre. Puis je passerai aux significations. Pour ce faire, j'aurai besoin d'une psychologie empirique. Tout d'abord, il n'y a aucune raison valable de penser qu'une théorie normative proprement dite puisse être élaborée en marge de la psychologie.
Qu'elle puisse l'être ou non, de toute façon, une théorie de signification normative nécessitera une psychologie. La psychologie que je propose sera forcément spéculative et aura recours à des considérations sur l'évolution possible des capacités normatives humaines. L'évolution s'est en général produite de façon à donner à chacun les capacités propres à mieux promouvoir ses chances de reproduction. L'humanité a évolué en groupe et la reproduction de chacun de ces groupes a dépendu de ses liens avec les autres et de ses contrats avec eux. C'est dans ce rapport à autrui qu'il faut rechercher un compte rendu des capacités normatives humaines et des formes qu'elles pourraient prendre. C'est là aussi que nous devrions trouver une explication des émotions importantes sur le plan moral. Les explications évolutionnistes ne sont pas sans piège, et pour commencer, je vais en balayer un certain nombre et réfléchir à la meilleure manière de procéder. Je donnerai d'abord un aperçu des controverses. La psychologie proprement dite viendra dans les paragraphes suivants. Je passerai ensuite aux significations. Nous faisons, nos pensées et nos paroles comprises, partie de la nature. Du moins, est-ce ainsi que je veux nous dépeindre, et une majeure partie de mon projet est d'explorer comment on peut compléter ce tableau naturaliste. L'analyse de la signification, cependant, ne s'intègre que très aisément dans un tableau magique où les faits de signification seraient confinés à un royaume enchanté bien spécifique. Je souhaite ici bien faire comprendre comment je veux qu'on entende mes propres analyses, car elles ne sont certainement pas voulues comme des assertions sur ce que les choses voudraient magiquement dire. Je m'intéresse bien plutôt aux moyens de nous passer de toute pensée magique tout en continuant à juger les analyses comme bonnes ou mauvaises. Les normes imprègnent les faits, mais mon propos porte sur la possibilité de distinguer malgré tout les premières des secondes. La discussion ici sera encore limitée aux préliminaires. La théorie de la signification proprement dite sera développée au paragraphe 6. La psychologie normative. Notre vie et ses normes font partie de la nature. Peut-être bien, mais ce naturalisme a-t-il un fondement philosophique ? Les philosophes négligent souvent les questions empiriques. Ils séparent la question normative de la psychologie et de la biologie, et ils tentent même d'exclure de l'empirique les questions de signification. Ils limitent leur recherche à ce qui peut être dit a priori. Kant parlait d'une métaphysique des mœurs et d'une métaphysique de la nature. Il remarque aussi, ces sens premières devraient être soigneusement expurgées l'une et l'autre de tout élément empirique, cela afin de savoir tout ce que la raison pure peut faire dans les deux cas, et à quelle source elle puise elle-même l'enseignement a priori qui est le sien. Cette division kantienne a perduré.